Bonjour à toutes et à tous, je suis Marion Sabourdi pour la Casemate et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo dédiée à notre troisième invité du mois. Alors un petit rappel au préalable, pendant le confinement, la Casemate a élaboré une programmation à distance afin de poursuivre les actions de diffusion de la culture scientifique. Dans ce cadre, il nous a paru tout à fait important de donner la parole aux scientifiques et aux acteurs du territoire. Et c'est dans ce cadre que l'idée de format invité du mois est née. Et donc chaque mois, on vous donne rendez-vous pour découvrir une initiative innovante du territoire et échanger avec un porteur de projet. Et donc en cette fin du mois d'août, certains ont déjà repris le chemin du travail, pour d'autres ça ne va pas tarder. Et nous avons choisi une invitée qui nous permettra peut-être d'envisager la rentrée d'un œil apaisé, puisque je reçois Rebecca Shankland, qui est psychologue, maître de conférence, responsable de l'axe prévention, promotion de la santé, inclusion à la Maison des sciences de l'homme Alpes de l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour Rebecca. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Rebecca, je commence les questions. Vous travaillez sur les notions de psychologie positive, de gratitude, de pleine conscience, de mindfulness. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi tout ceci consiste? Oui, en quelques mots, ça ne sera pas simple de résumer les centaines de recherches qui sont publiées chaque année dans ces domaines, mais pour vous parler plus précisément peut-être de ce que je fais en ce moment, je peux dire que pour ma part, je travaille sur le développement des compétences psychosociales à travers ces différentes approches que vous avez citées, c'est-à-dire des compétences transversales qui sont utiles tout au long de l'existence pour nous aider à mieux nous adapter aux situations que l'on rencontre, donc comme la situation actuelle avec la pandémie mondiale et la situation de confinement, déconfinement et incertitude par rapport à la suite. Il s'agit en fait de compétences qui sont à la fois cognitives, telles que l'esprit critique ou la pensée créative, des compétences dites émotionnelles, telles que la capacité à identifier ses émotions, à réguler ses émotions, ou encore des compétences sociales comme l'empathie ou la coopération. Ok. Alors, attendez qu'on ne fasse pas de petites erreurs techniques. Alors justement, vous le disiez, la période que nous vivons, elle n'est pas simple, entre la pandémie, le confinement, les nouvelles contradictoires dans les médias également, puis la menace d'une deuxième vague en ce moment. Je voulais savoir en quoi vos recherches et votre travail sont importants, en particulier en ce moment, sur ces thèmes-là. Mais ces recherches sont justement essentielles pour comprendre comment favoriser le développement de ces compétences tout au long de la vie, quel que soit l'âge, de manière à nous aider à nous adapter aux situations inédites comme celles que nous vivons en ce moment et peut-être celles qui surviendront par la suite. Nous avons besoin à la fois d'un esprit critique, comme vous l'avez dit, pour nous aider à distinguer les informations utiles des fake news, d'une pensée créative pour nous aider à modifier nos habitudes de vie, résoudre des problèmes relationnels, des façons de vivre et de s'ajuster dans le quotidien qui ont besoin d'être innovées chaque jour. Développer des modalités pédagogiques aussi pour aider nos enfants à apprendre à la maison. C'était le cas pendant le confinement. Nous avons aussi besoin de savoir comment développer des compétences émotionnelles pour mieux gérer le stress, l'anxiété, la colère, la frustration, afin d'être capable d'accueillir finalement toutes ces émotions qui peuvent survenir au cours d'une journée et mieux identifier nos besoins, ceux de nos proches, ceux de nos collaborateurs, sans nous laisser nécessairement submerger en fait par ces émotions ou par le stress lorsque on se rend compte que ces émotions ou la manière dont elles s'expriment à travers nous peuvent envenimer la situation qui est déjà délicate. Donc la régulation des émotions et du stress sont vraiment très utiles dans des situations où on doit tous faire des efforts, faire des compromis et s'ajuster au quotidien. On a aussi donc besoin des compétences relationnelles pour mieux nous représenter les besoins des autres et comment les prendre en compte dans le quotidien, être capable de nous décentrer. C'est ce qu'on fait dans le cadre de la compétence qu'on appelle l'empathie. On prend du recul par rapport à notre façon de voir les choses. On essaye d'imaginer comment c'est pour les autres, comment les autres vivent les choses. Donc, d'être capable finalement de ne pas se laisser uniquement enfermer par nos propres préoccupations, mais aussi prendre du recul et prendre la perspective d'autrui. Être capable de coopérer, donc pour se soutenir mutuellement, c'est ce qu'on a beaucoup vu dans cette période de confinement, déconfinement, beaucoup de gestes solidaires, de gestes altruistes, et on espère que ça va aussi contribuer à cultiver une société plus soucieuse du bien-être de tous.
Alors justement, de manière concrète, pendant le confinement, vous avez participé à la mise en place de la plateforme Enfance et Covid, qui propose aux parents et aux professionnels de la petite enfance et de l'éducation nationale des ressources qui leur permettent de gérer cette période particulière, comme vous l'avez bien dit. Je voulais savoir qu'est-ce qui a motivé la création de cette plateforme. Ben justement, en fait, dès le premier jour du confinement, on s'est beaucoup inquiété de cette situation, notamment pour les familles, puisque rester ensemble 24 heures sur 24, c'est un poids très important pour les parents. On sait qu'il y a déjà un nombre important de parents qui sont en situation d'épuisement, en situation de burn-out, malgré le relais par l'école, par les assistantes maternelles, les crèches, etc. Donc là, le fait de se retrouver tous ensemble 24 heures sur 24, c'était à la fois une chance de se redécouvrir autrement, d'apprendre justement à vivre ensemble, faire beaucoup d'activités ensemble. Et en même temps, c'est un poids, une grosse responsabilité pour les parents. Et donc, pour ceux qui devaient à la fois gérer le télétravail, l'école à la maison, les relations, les tensions, etc., on s'est beaucoup inquiété. Et donc, avec un collectif de spécialistes de la petite enfance et de la parentalité, dont une partie était aussi des membres de la commission des 1000 premiers jours du ministère. Donc, on avait l'habitude déjà de travailler ensemble. Donc, on s'est contacté pour se concerter afin de mettre à disposition des parents et des professionnels de la petite enfance et de l'éducation nationale par la suite des outils pour pour les aider à réguler au mieux les relations dans le quotidien et développer ces compétences psychosociales, donc autour de la pensée créative, la bienveillance aussi, développer la bienveillance envers soi, envers les autres, pour essayer de créer un climat qui soit le plus favorable possible à la fois à la vie commune et aux apprentissages de l'enfant. Et vous avez un exemple de quelques-unes de ces ressources à nous donner? Oui, donc il y a un certain nombre de fiches qui sont notamment destinées aux parents professionnels pour pouvoir échanger avec les enfants selon l'âge autour de la question de la maladie, enfin du Covid, de la situation, autour de la mort aussi, puisque certains ont été confrontés à des situations très difficiles au sein des familles avec des personnes touchées par le Covid. Mais le site n'était pas uniquement destiné aux personnes concernées par la maladie, mais simplement concernées par les angoisses autour de cette pandémie. Et donc, il y a un certain nombre de fiches qui sont orientées sur la gestion des émotions, la gestion du stress, le développement de relations constructives ou le maintien de relations constructives, donc à la fois dans le couple, entre parents et professionnels et avec les enfants. Ok. Vous avez quelques chiffres de fréquentation, des retours de parents pour qu'on ait une idée de l'utilisation de cette plateforme? Oui, alors j'ai pas les derniers chiffres, mais pendant le confinement, donc il y a eu plus de 350 000 visites de ce site, avec donc beaucoup de personnes qui nous ont aussi envoyé des mails, puisqu'il y avait une adresse mail, et on avait créé une ligne d'écoute téléphonique pour pouvoir soutenir les parents au quotidien s'ils en avaient besoin. Donc, ça a été aussi très utilisé pendant la période de confinement. Et puis, en post-confinement, il y a eu moins d'appels, mais il y avait toujours à peu près 300 vues par jour sur le site. Donc, ça semblait vraiment répondre à un besoin, à des interrogations. Et les retours qu'on a eus sont effectivement très positifs par rapport à l'utilisation de ces fiches, sachant qu'on sait que ça ne peut pas toucher toute la population. Donc, on essaye aussi de trouver d'autres manières de pouvoir transmettre ces informations, ces outils à travers les maisons de quartier, à travers la création d'une appli qui est en cours d'expérimentation pour pouvoir diffuser plus largement et surtout que ça ne reste pas uniquement sous forme de fiches, mais on est en train de faire des petites vidéos. D'ailleurs, il y en a aussi sur le site un certain nombre, mais pour que ce soit vraiment accessible au plus grand nombre. Donc, il y a aussi un projet de traduction des fiches, de lecture à voix haute des fiches pour les populations de personnes malvoyantes. Donc, voilà, on a essayé de rendre plus accessible, mais c'est encore en travail. D'accord. On mettra le lien vers la plateforme en description de la vidéo et puis dans le petit article Écosciences, donc pour que nos spectateurs puissent
puisse voir tout ça. Et justement, en parallèle de la plateforme Enfance et Covid, vous avez également lancé le projet Covid-L. Il s'agit d'une mallette qui propose des outils aux enseignants, donc, pour accompagner également au mieux le déconfinement. En quelques mots, quels sont ces outils et quelles compétences vous vouliez mettre en avant et mobiliser avec ces outils? Alors, en fait, ce projet est né à la fois de l'initiative Enfance et Covid, où on a eu un certain nombre de retours d'enseignants et d'inspecteurs de l'éducation nationale qui ont trouvé ça très utile et qui ont diffusé le lien. Et donc, on a souhaité proposer des outils qui soient encore plus adaptés aux enseignants que ceux qui sont sur le site Enfance et Covid. Et notre objectif était aussi d'accompagner la période de post-confinement, donc l'accueil progressif finalement des élèves au retour après le confinement. Donc ce sont des outils ludiques sous forme d'ateliers clés en main en quelque sorte, où les enseignants peuvent choisir les compétences qui leur semblent les plus utiles pour ce retour post-confinement. Donc c'est voilà, sous forme d'ateliers pour apprendre à identifier ce qui se passe à l'intérieur de soi, comment l'exprimer, comment repérer ses besoins et les exprimer, et aussi des outils sur le développement de la pensée critique et de la pensée créative pour outiller également les enfants par rapport à cette situation, donc à la fois développer les capacités d'adaptation, mais aussi les capacités à ne pas se laisser embarquer finalement par des fake news ou par parfois des angoisses collectives qui sont peut-être pas justifiées pour leur situation. Donc voilà, il y a une série d'ateliers qui sont proposés avec également des propositions sur la manière de mener les ateliers en lien avec comment développer au mieux justement les compétences psychosociales. Donc il y a un certain nombre d'informations sur la posture de l'enseignant, comment répondre au mieux aux besoins d'autonomie, besoins de compétences et de liens sociaux dans cette période de post-confinement pour pouvoir créer un climat qui soit le plus favorable possible aux apprentissages et donc à la reprise de confiance dans ce collectif. Super, alors justement, ça venait en lien avec ma prochaine question. Donc, même si le confinement est terminé, en tout cas celui qui a eu lieu au printemps, les prochaines semaines, les prochains mois restent assez particuliers à vivre. Il faut trouver des nouvelles manières de vivre. Peut-être y aura-t-il de futurs confinements, on ne sait pas encore. Je voulais savoir s'il y aura des suites à ces initiatives. Donc, vous avez parlé d'une appli, d'accessibilité. Est-ce qu'il y a voilà, d'autres choses que vous préparez? Oui, donc au niveau de Enfance et Covid, la suite qu'on souhaite apporter, c'est élargir, parce qu'actuellement le site s'appelle Enfance et Covid, donc les personnes pensent que ça concerne plus les familles ou les professionnels qui sont directement en contact avec des personnes malades du Covid, mais en fait c'est vraiment de la prévention, de la promotion de la santé. Donc on va probablement changer le nom en lien avec la nouvelle appli donc, qui s'appelle Koala. Donc il y aura une suite et on va dire un élargissement de la thématique vraiment autour de la prévention, plutôt petite enfance sur enfance et Covid. Et Covid-L, bien sûr, va se poursuivre. Il y a eu près de 15 000 téléchargements de la part d'enseignants d'éducation nationale, en particulier en France, mais aussi au Canada, en Belgique, en Suisse, en Tunisie. Donc il y a eu vraiment un engouement finalement pour ces outils. On a fait une petite enquête pour que les enseignants puissent nous faire un retour sur l'utilisation de ces outils. Donc, sur 320 répondants qu'on a eu au moment de cette enquête, il y avait 97% de personnes satisfaites par les kits qui sont proposés en ligne. Il y a des kits à la fois donc, pour les enseignants, pour les équipes pédagogiques, des kits pour les maternelles, les primaires, les collèges, lycées. Donc, voilà, une grande satisfaction par rapport à ces différents kits. Les enseignants disent qu'ils ont vraiment pu s'en saisir facilement, qu'ils ont observé que c'était utile pour leur classe. 3/4 d'entre eux indiquent qu'ils ont prévu de réutiliser ces outils à partir de la rentrée, puisque là, finalement, il y a eu peu de semaines où ils ont pu mettre en pratique. Donc, 3/4 disent qu'ils veulent reprendre ce travail et vraiment l'inscrire dans la continuité, ce qui suit vraiment les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, relayées par Santé publique France. Donc, ça fait partie aujourd'hui des missions de l'éducation nationale. Donc, on est vraiment très heureux que ces outils puissent être mis à disposition des enseignants. 1/4 d'entre eux ont répondu qu'ils ne savaient pas encore
encore parce qu'ils ne savaient pas forcément s'ils allaient être dans le même établissement, etc. Seuls 1% d'entre eux ont dit qu'ils ne pensaient pas le réutiliser dès la rentrée. Bon, on ne sait pas pour quelle raison. Et la majorité ont vraiment envie d'approfondir leur formation sur les compétences psychosociales, puisque souvent ça n'apparaît pas encore dans leur formation initiale. Donc aujourd'hui, on le propose en formation continue sur différentes académies. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une suite qui va se poursuivre dans les années à venir. Ouais, une belle réussite et une montée en puissance. Et on rappelle donc que c'est gratuit, le téléchargement et l'usage de ces outils. Voilà, c'est accessible à tous. Alors, une dernière petite question. Je sais que c'est toujours un peu difficile de demander comme ça des petits conseils ou des petits trucs, mais est-ce que vous auriez un petit conseil pour aider les personnes qui regarderont cette vidéo pour faire une rentrée plus sereine, peut-être pour développer un aspect qui pourrait les aider, leur donner un peu de confiance pour cette rentrée? Oui, alors moi je travaille donc à la fois sur les compétences psychosociales et puis sur un aspect en particulier qui s'appelle le biais de négativité. En fait, c'est une tendance naturelle de notre cerveau à orienter l'attention plutôt vers ce qui dysfonctionne, ce qui ne va pas, ce qui est difficile, et à ne plus percevoir les aspects satisfaisants du quotidien. Donc souvent quand on propose des ateliers, quand on propose des programmes, on a envie d'encourager les personnes à travailler sur ce biais de négativité, c'est-à-dire à rééquilibrer finalement le regard qu'on a sur notre quotidien en apprenant progressivement à orienter davantage l'attention vers ce qui fonctionne bien, vers les aspects positifs, satisfaisants de notre journée, de nos relations, de nos propres compétences. On a tendance à voir surtout ce qu'on n'arrive pas à faire, à se sentir incompétent, que ce soit en tant que parent, en tant que professionnel. Et on a tendance à critiquer beaucoup les autres, à être fortement marqué finalement par ce qui nous dérange chez l'autre. On le voit dans les couples, on le voit chez les collègues, etc. Et donc, la proposition que j'aurais envie de faire pour une rentrée plus sereine, c'est d'être attentif à ce biais de négativité et de s'entraîner à observer davantage les aspects satisfaisants du quotidien, par exemple avec ce qu'on appelle le journal des événements satisfaisants. C'est une pratique qui a été évaluée par beaucoup de recherches en psychologie positive. On propose aux personnes simplement de noter chaque soir jusqu'à 3 ou 5 choses pour lesquelles elles ont éprouvé de la satisfaction au cours de la journée. Donc ça peut être des petites choses, hein, un ami qui vous a appelé, une difficulté que vous avez réussi à surmonter, vous avez réussi à rester patient dans un échange avec un enfant qui est peut-être tendu ou en difficulté en ce moment. Donc voilà, un événement qui a été satisfaisant pour vous. Et le simple fait de s'en rappeler le soir, de le noter, va nous permettre d'engranger davantage ces souvenirs-là. Et progressivement, les jours qui suivent, notre cerveau, notre attention va être plus orientée vers ces aspects-là positifs du quotidien, ce qui va nous donner une vision plus équilibrée en fait de notre réalité. Donc on va être moins fortement impacté par des aspects qui nous dérangent. Par exemple, si on a une rentrée où on est à moitié, seulement à moitié déconfiné, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être une partie des cours qui seront encore à distance. Enfin, il y aura des choses qui seront sûrement imprévues et difficiles à gérer. Mais si on apprend aussi à regarder l'autre côté, l'autre facette de cette situation, ça nous aide à mieux avancer. Et vous disiez comment garder confiance, ben c'est un moyen d'avoir plus confiance en soi, plus confiance dans les autres et aussi dans la vie. Bon, dans mon journal de la positivité, je vais noter notre échange et puis le fait qu'on ait réussi à dompter la technique aussi pour y arriver. Donc, c'est parfait. J'ai déjà 2 points à y noter pour aujourd'hui. Rebecca, on arrive à la fin de cet entretien, donc je vous remercie beaucoup pour cet échange. Et puis, bravo pour ces initiatives qui arrivaient vraiment, qui ont été au débeauté sur un timing un peu pas évident pour personne. Donc, félicitations. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous le jeudi 24 septembre prochain pour notre prochaine invitée du mois. Merci encore, Rebecca. Merci beaucoup.